Bonsoir, c'est Mike Adébaran, je suis en compagnie de Jean-Patrick Portal. Bonjour Mike. Bonsoir, nous sommes donc au Jardin de Marais à Rennes-le-Château. Alors tu es l'organisateur des 13 conférences de Rennes-le-Château, donc qui sont à Rennes-le-Château, organisées aussi par le maire Alexandre Pinco. Tu peux nous parler un peu des conférences qu'il y a eu et puis les invités que tu as présentés. Oui, alors je ne peux peut-être pas parler de toutes parce que j'y étais pas évidemment, donc c'est vrai que j'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir organiser ces conférences à la demande. On a fait la mairie de Rennes-le-Château et l'objectif de cette année c'était de faire rentrer dans ces conférences on va dire des jeunes visages, des gens qui ne sont pas forcément des habitués parce qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à faire de Rennes-le-Château. Il n'y a pas, si je puis dire, que les grands pontes de Rennes-le-Château. Donc c'est pour ça que je peux citer par exemple Sandra Gobert qui est une jeune écrivaine qui a écrit quelques livres sur Rennes-le-Château qui sont très intéressants. Donc j'ai trouvé que c'était sympathique de pouvoir la recevoir. Nous avons aussi Ludovic Richer qui a fait une très belle conférence, mais lui, il est connu avec sa chaîne Arcana. Oui. Toi-même, tu vas bientôt faire une conférence au mois d'août. Nous avons déjà hier, par exemple, eu la chance d'organiser une très belle table ronde, dont là aussi tu étais présent, avec quand même des gens très intéressants, comme Jean-Pierre Monteil, comme Richard Audabran, David Gallet, mon ami et je dirais collaborateur et presque frère. Et puis nous avions aussi Christian Doumergue, Doumergue qui est quand même quelqu'un d'extrêmement intéressant. Une table ronde très riche où il y a eu une belle participation des gens présents dans la salle. Effectivement. Tu travailles aussi pour BTLV, donc tu es chroniqueur aussi, partie intégrante presque du groupe. Oui. Voilà, tu peux nous parler un peu aussi de ton activité au sein de BTLV. Oui, alors BTLV, je suis quelqu'un chez BTLV qui s'occupe un petit peu des mystères dans l'histoire, donc je travaille sur des sujets qui ne sont pas forcément, alors il y en a qui sont très connus et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, et donc on va traiter de personnages, de lieux. On a évidemment déjà évoqué Rennes-le-Château, on a évoqué Marie-Madeleine, on a évoqué Jésus. Assez récemment, j'ai travaillé sur Raspoutine, par exemple. Donc c'est quand même des personnages qui ont marqué leur passage de leur histoire. Je vois, on a traité Blavatsky, par exemple, aussi. Donc ça marche plutôt bien, c'est sympathique. Et puis travailler avec Bob Belanca sur BTLV, sur la chaîne BTLV, c'est quelque chose de très sympa, de très agréable et de très passionnant. Alors dans le cadre aussi des conférences de Rennes-le-Château, là aujourd'hui, tu avais abordé aussi les pré-chrétiens de Rennes-le-Château, un dossier que tu as étudié depuis quelques temps. Oui, tout à fait. Tu peux nous en dire un petit mot aussi? Oui, parce que pourquoi j'ai souhaité faire cette conférence sur ce que moi j'ai appelé les proto-chrétiens, ces gens qui un jour, visiblement, sont des gens de religion juive et qui vont suivre les préceptes de cet homme qui était Jésus. J'ai voulu présenter cette conférence parce que dans mon livre « Dans les pas de Béranger Saunière », que l'on peut trouver notamment sur internet mais aussi à la boutique ici, sans dévoiler le livre, je dis en gros Saunière aurait découvert des documents extrêmement anciens et pourquoi pas peut-être des apocryphes équivalents à peu près à ceux de Nag Hammadi. Alors maintenant ça aurait plus forcément une grande importance, mais les pétroliers de Saunière ça l'aurait été puisque ça aurait été assez révolutionnaire par rapport à l'église. Et une fois que j'ai eu dit ça, je me suis dit bon c'est bien, tu as dit ça, maintenant la vraie question c'est comment seraient arrivés ces documents dans la région de Rennes-le-Château, parce que quelqu'un les a apportés. Et donc j'ai creusé un peu la piste, et la piste de la vie judaïque dans le département, ce qu'on appelle maintenant le département de l'Aude, était très très présente et très importante. La ville de Narbo-Martius, qu'on appelle Narbonne maintenant, avait une concentration, une diaspora juive extrêmement riche, qui était parfaitement intégrée dans la ville. Déjà l'esprit occitan régnait à ce moment-là avec une grande tolérance, à tel point que non seulement il y avait une tolérance de ces gens-là, mais par exemple Charlemagne a reconnu que un certain Makir était considéré pour cette communauté comme étant le roi des Juifs de Narbonne. Et Makir est très intéressant puisqu'il était lui-même descendant de la tribu de David, qui est celle dont descendait Jésus de Nazareth. Et donc on voit qu'il y avait une forte présence, sauf que si ces juifs qui avaient suivi Jésus étaient forcément des juifs réformateurs, n'étaient pas forcément appréciés des juifs orthodoxes, dont
faisaient partie des Juifs de Narbonne, eh bien on peut supposer, mais là on ne reste que sur des suppositions, que ces Juifs réformateurs, si je puis dire, se soient éloignés de la capitale de Narbonne, puisque c'est une très grosse ville à l'époque, et donc ce serait peut-être vu un peu expulsés et auraient été plutôt se cacher, vivre plus aisément leur nouvelle foi qu'ils étaient en train de construire dans la région de Rennes-le-Château. Et aussi, donc, tu avais sorti ce livre, donc Lieu secret aussi de Rennes-le-Château. Oui. Voilà, donc qui est disponible uniquement donc, à Rennes-le-Château. Oui. Hein. Oui. Donc aussi avec une collaboration avec le maire. Voilà. Alors, c'était une commande de la mairie. Ce qui s'est produit, c'est que voilà, un jour la mairie de Rennes-le-Château nous a dit nous on aimerait bien montrer des lieux où le public ne peut pas aller. En revanche, on veut travailler avec des gens, je puis exprimer ainsi, sérieux. Et donc ils nous ont sollicité David Gallet et moi-même pour réaliser ce livre. Alors c'était vraiment une commande de la mairie. Donc nous avons fait un travail où il y a eu une production d'un devis qui a été accepté. Et en échange de ça, nous avons donné l'ensemble des droits à la mairie de Rennes-le-Château et l'exclusivité de production du livre. Et c'est pour ça que ce livre ne peut être trouvé que à la boutique du domaine de la Bessonnière, ici à Rennes-le-Château. Alors c'est intéressant. Alors c'est vrai que certains me disent oui mais c'est compliqué, non bien, ouais mais c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui vont avoir ce livre, je pense que d'ici une vingtaine d'années, ça va être un vrai collector, parce qu'on ne peut le trouver nulle part ailleurs, et que ouais, ça peut être un collector. Puis, en toute fausse modestie, il est pas mal ce livre. Ce sera un peu comme les Pégases et les Charivari, il deviendra un collector. Je sais pas, ça ira jusque-là, mais ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on fait voir des lieux, oui. Alors ils sont secrets, façon de parler. C'est des lieux où le public ne peut pas aller, pour des raisons soit de sécurité ou de protection du lieu, parce qu'il est fragile. Et surtout aussi dans des lieux privés, c'est-à-dire qu'il y a des habitants ici de Rennes-le-Château qui ont des lieux particuliers liés à cette affaire de Rennes-le-Château, et nous avions, grâce à ça, pu y avoir accès, faire des films, parce que ce livre est un peu particulier, c'est un livre vidéo, si je puis dire, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, il y a ce qu'on appelle un QR code, il suffit de le flasher et on a accès aux vidéos qui ont été faites par David Gallet. Moi j'ai fait les textes et les photos sont de moi, mais David Gallet a fait l'ensemble des vidéos qui sont excellentes, avec des intervenants qui sont très intéressants. Outre Rennes-le-Château, tu as travaillé aussi sur Gisors. Est-ce que tu as eu peut-être des nouveaux éléments ou certains éléments qui t'ont intéressé ou parlé sur l'affaire Gisors Alors Gisors, oui, c'est une affaire qui est extrêmement complexe, qui est issue du livre de Gérard de Sède, Les Templiers sont parmi nous. Tu as une belle bague templière. Les Templiers sont parmi nous. D'ailleurs, j'invite tes auditeurs à réfléchir sur le titre même, Les Templiers sont parmi nous. Et en effet, je travaille beaucoup sur cette affaire, j'ai travaillé beaucoup sur cette affaire qui m'a permis d'étayer plusieurs choses. Et sur Rennes-le-Château, actuellement, est-ce que tu as d'autres pistes ou d'autres choses que tu as découvertes Alors non, j'ai pas, à part ce que je dis dans mon livre Dans les pas de Bérengère Saunière, j'ai pas fait de nouvelles découvertes, puisque ce qui m'intéresse justement maintenant, c'est comment ces documents, si c'est le cas, auraient pu arriver là. Et donc je travaille sur cette histoire plus d'une part de cette présence judaïque réformée, et de ce que ça va entraîner, parce que j'ai pas tout dit à la conférence. Quand on parle de la présence judaïque primaire, ça se passe entre l'an 0 et la fin du 1er siècle. Maintenant, comment ces documents circulaient du 1er siècle à nos jours, ça devient intéressant, et ça sera peut-être le travail prochain auquel je m'attellerai. Il y a la présence à Alette-les-Bains aussi, une présence, on va dire, avec l'église, oui, voilà, les vitraux hébraïques. À Alette-les-Bains, il est clair qu'une présence hébraïque est extrêmement importante, et tout ça se tient, ce qui ne fait que confirmer mon hypothèse, une présence judaïque extrêmement importante, qui a laissé des traces importantes et qui ont peut-être transmis des choses. Et tous les travaux aussi, justement, plus anciennement, mais de tout ce qui est Paul Lecourt, ce genre de choses, Héron du Val d'Or, ce sont des choses qui t'ont intéressé aussi, qui ont amené finalement Plantard par la suite. Je m'y suis intéressé, mais assez peu finalement, parce que j'ai tendance à dire que le Héron du Val d'Or, c'est une affaire personnelle de Plantard.
c'est antérieur à ce qu'il va faire par la suite. Antérieur aux priorétions, antérieur à ce genre de choses. Ce qui va lui permettre d'acquérir une connaissance importante dans certains domaines. Et c'est pour ça que par la suite, il sera repéré par d'autres individus. Et c'est là où il intégrera quelque chose. Et par la suite, il produira le priorétion. Oui, parce qu'à cette époque-là, Paul Lecourt, justement, c'est les années 1926-27, avec Roger Desvignes, et puis après en 1937, l'ère du Verseau, ce qui a amené finalement une pensée plantardienne, mais donc du Atlantis. Oui, c'est ça, ça lui a donné une culture particulière. Oui. L'Atlantide occidentale, en fait, c'est la nouvelle chevalerie de Mont-Saint-Michel. Mais ce qui est intéressant dans Plantard, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a acquis une connaissance, et grâce à l'acquisition de cette connaissance, il a pu être repéré par d'autres. Et ces autres l'ont intégré dans quelque chose, vont s'en servir, avec, si je puis dire, son accord, parce qu'il sait très bien dans quoi il a mis les pieds, et il va œuvrer pour ces personnes qui sont derrière, et qui mènera à terme, comme je le disais, aux priorétions. Surtout qu'il y a tout ce côté surréaliste, on voit Camille Savoir, ce genre de personnes qui gravitaient autour. Tu as un livre donc tu vas bientôt sortir, ou tu es en préparation, tu peux nous en parler Oui, alors c'est un livre qui m'a été demandé par les éditions Max Milo, qui m'ont dit que ça serait bien que tu fasses quelque chose justement sur le priorétion. D'accord, ça tombe bien. Mais c'est beaucoup plus vaste. Oui. Et c'est pour ça que le livre, sans en dévoiler le contenu ni le pitch, comme on dit maintenant, s'appelle Des Templiers aux priorétions. D'accord. Tu vois, un vaste programme. Alors, est-ce que c'est le point de vue d'un hermétiste? Tu parles de moi ou de Plantard? Les deux. C'est un clin d'œil. En miroir, peut-être. Et ben justement, vous verrez. Et oui. Et bon, c'est très bien que l'ermite travaille dans la cour inversée. Exactement. La tour inversée. Ouais, tout à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Patrick Courtal Je te remercie, pour ce Mike, petit entretien. Et puis, on se revoit très vite. Et puis, pour les 13 conférences de Rennes-le-Château, il faut venir à Rennes-le-Château. Ouais, et je te souhaite plein de bonnes choses pour ta future conférence qui a lieu le 12 août à la salle de la Capitale. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, venez parce que ça va être très intéressant. Ça sera sur la dirigeable de 1897. 1897 qui est une époque un peu charnière ici aussi par rapport à l'abégélisme, même si c'est un peu différent. Merci Mike. Merci Patrick.